Bonjour, nous sommes le 11 septembre et il va être 14 heures. Alors, je voulais vous parler des aliments fermentés. Il y en a que je trouve très intéressants et c'est à ça que je veux en venir, mais il va y avoir une introduction, un préambule, parce qu'il faudra expliquer tout un tas de concepts et de noms et de produits fermentés. Je pense que ça va être intéressant. Finalement, je me suis un peu embarqué dans une saga qui rappelle celle du cacao, ou du chocolat plus exactement, et du café, pour ceux qui ont suivi ces thèmes-là. Alors, je m'en suis sorti, chaque fois je partais très euphorique avec un seul... alors évidemment, nous sommes lundi, et il y a les grands chiens. Alors on va tout le temps kikiner, je pense qu'on va les mettre un peu de côté. Pourquoi est-ce que nous sommes lundi et que je shoote le lundi? Parce que figurez-vous que je suis sur ce sujet-là depuis hier matin. Et je croyais en finir vite et bien. Et finalement, voilà, lundi 14 heures, je pense que je suis prêt. Je ne suis pas tout à fait sûr que je suis parfaitement prêt. On va improviser, mais ça j'aime bien. Et je crois que comme pour le chocolat et pour le café, au lieu de partir euphorique en me disant « bon, je vais boucler ça en 28 minutes », bon, pour ces deux-là, il y a eu 3 épisodes pour chacun. Bon, je sens ici qu'un épisode ne suffira pas. J'ai l'impression qu'il en faudra 2. Bon, qui vivra verra. Je vais m'en tenir aujourd'hui à 28 minutes et tout ce qui débordera fera l'objet d'un épisode 2. Et puis alors, je pense qu'on sera déjà bien avancé. Donc, bref, produits fermentés, de quoi est-ce que je pars? Ah, j'ai oublié de faire les présentations. Il y a Goliath, à qui j'ai mis son petit manteau parce qu'il se grattait trop, donc je lui ai remis. Bon, ici à l'intérieur il fait frais, dehors il fait une chaleur de bête, il n'est pas question d'aller shooter dehors. Goliath vient de manger, voilà, il a très bien mangé, il reste presque rien dans son assiette. Oui, il est son assiette, quasiment vide. Ah, pas facile à viser. Et alors, bien entendu, à tout seigneur, tout honneur, voici le grand chef. Vous avez vu ça? Vous avez vu la pose, hein? Vous avez vu la queue? Ça, c'est de l'oxo tout craché. Bon. Donc, les présentations holoptiques sont faites. Passons au vif du sujet. Et les produits fermentés me fascinent. Et figurez-vous que si vous voulez déjà avoir pas mal d'infos et pas mal d'inspiration, vous pouvez aller sur mon site internet www.gmouton.com. Et là, vous pouvez télécharger gratuitement dans les listes. Bon, évidemment, c'est en anglais, donc c'est sur la page anglaise. La liste Fermented Foods. Vous voyez? Alors, il y en a plein. Hein. Il y en a plein, il y en a qui sont un peu surprenantes. Bon, évidemment, il y a les olives, il y a le saucisson, le chorizo, la bressaola, donc il y a des charcuteries, il y a tout un tas de boissons fermentées, mais qui ne sont pas d'origine laitière. Il y a 36 sauces, il y a une section, il y a évidemment la choucroute, etc. Il y a des yaourts et des kéfirs, mais qui ne sont pas d'origine laitière. On les abordera probablement brièvement à un moment donné. Mais alors, il y a surtout ce que nous allons un peu creuser, sont les produits laitiers fermentés. Okay? Bon, c'est en anglais, hein, mais bon, c'est pas non plus... la plupart des termes sont de toute façon internationaux parce que ce sont des termes utilisés dans le pays d'origine de ces produits-là. Et ça, ce n'est ni de l'anglais ni du français. C'est la langue du cru. Bon, donc, je suis parti de ça, et puis je me suis dit, oulala, ça c'est quoi encore? Et puis, il y a tout un tas de subtilités, donc je vais remonter toute une filière. Et pour vraiment se lancer là-dedans comme il faut, avant de se lancer, je pense que Goliath a soif. Et oui, le pauvre petit Goliath,
il a tourné à gauche trop tôt, et donc il a loupé son bol. Il faut que je le réoriente, et je pense que vous allez le voir. Voilà, regardez ça. Ouh! Ah, oui, on a mangé, on a soif. Voilà. Pauvre petit Goliath. Hein? Mais enfin, il se débrouille bien, il est heureux, c'est ça qui compte. Et donc, s'il l'est, moi aussi. Alors, prochain document que je vous montre, celui-là n'est pas disponible. Bon, je pourrais peut-être mettre ça en ligne quelque part, si vous voulez, mais je vais vous l'expliquer, ok? Alors voilà, j'ai fait ce tableau-là à partir d'un graphique puisé sur Wikipédia, donc vous pouvez le retrouver là-bas. En fait, ce sont les dérivés du lait. Je crois que c'est dans l'article sur les laits fermentés sur Wikipédia, ok? Je me sers de Wikipédia, comme je l'ai déjà dit, et je vous ai déjà incité à faire des petits dons. Moi, je leur verse 20 € assez régulièrement, parce que je m'en sers tout le temps, je trouve que c'est la moindre des choses. Alors, c'est pas la vérité vraie, absolue, mais voilà, il y a une mine de renseignements, et puis alors, à partir de ça, on va chercher des articles plus poussés, plus scientifiques, et on étoffe de temps en temps, il y a un petit couac, mais enfin, en général, c'est quand même vachement bien foutu. Et il y a plein d'infos qu'on peut aller puiser sans y passer des jours et des semaines. Donc, voilà ce que nous allons parcourir ensemble. On part du lait cru, ok? C'est ça la base. Il y a 3 façons de travailler ce lait cru qu'on va appeler écrémage ou crémage, je vais détailler, coagulation, très important, je vais expliquer, et puis alors un peu le sujet du jour, fermentation. Bon, alors commençons par mettre de côté écrémage, c'est juste pour être complet. L'écrémage se fait avec typiquement une écrémeuse, mais il y a un processus que je ne connaissais pas, que j'ai découvert, qu'on appelle le crémage, qui est simplement le fait de laisser le lait au repos, et avec le temps, la crème remonte et se sépare du lait écrémé. Bon voilà, c'est probablement artisanal, traditionnel, c'est évidemment pas comme ça qu'on travaille dans l'industrie. Ah, maintenant, Goliath est désireux. Alors c'est toujours la triade, hein. Je mange, je bois, je vais faire pipi. Bon là, il ne sait pas ouvrir la porte, donc on lui ouvre la porte. Très bien. Allez, va vite. Va vite. Oui. Voilà. Oui, très bien. Oui. Oui, mais il se débrouille, hein. Il se débrouille, hein, ce petit Goliath-là. Allez, va vite. Pout. Oui, très bien. Voilà. Et on va aller faire pipi. Bon, après, on va crier pour pouvoir rentrer. Bon, bref. Toujours un peu d'intermède animalier, hein, faut bien dire. Bon, donc, l'écrémage industriel, lui, se fait avec une écrémeuse. Et donc, on a le lait écrémé d'un côté, qu'on peut réduire en poudre, c'est le lait en poudre, hein, typiquement écrémé. Et puis la crème. Et la crème peut subir un processus qu'on appelle le barattage, avec une baratte, qui sépare le beurre, ou le précurseur du beurre, et alors ce qu'on appelle le bas-beurre. Alors il y a tout un tas de bas-beurre. Il y aura des bas-beurres dans ces produits laitiers fermentés. Certains de cette liste sont des bas-beurres, mais pas tous. Alors c'est ça que j'ai essayé de comprendre, c'est ce qui était vraiment un lait fermenté ou déjà un bas-beurre qui donc est déjà un produit de second niveau suite à un traitement qu'on appelle le barattage. Et je reviendrai au barattage dans une minute. Alors, tout ça, c'est du côté de l'écrémage ou du crémage. Alors, la coagulation du lait cru, c'est le grand principe que nous connaissons bien. Peut-être qu'on n'appelle pas toujours clairement coagulation, mais enfin, c'est quand même un truc de base que même moi, je connaissais avant d'un peu travailler ce week-end. C'est ce
qui fait appel typiquement à la présure. Hein. Alors la présure, pour être sûr de ne pas me fourvoyer, j'ai un petit document, toujours Wikipédia je crois, oui. Donc la présure est un coagulant du lait d'origine animale. Hein. Dès qu'il est mention de présure, c'est forcément une coagulation de type animal, extrait du 4e estomac de jeunes ruminants, typiquement de veaux. Et ce 4e estomac s'appelle la caillette. Bon, ben, on va venir pourquoi. Hein. Alors, les constituants de la présure sont des enzymes protéolytiques, hein, particulièrement la chymosine, mais visiblement, il peut y avoir aussi de la pepsine. Et donc, la plupart des fromages contiennent cette présure, hein, qui reste quand même, qui fait partie intégrante du fromage et qui intervient de manière critique dans sa fabrication, puisque sous l'action de la présure, on scinde le lait cru entier en fromage d'une part, et c'est là que vont toutes les caséines, et ce sont ces caséines qui coagulent, qui caillent, hein, c'est synonyme, cailler, coaguler. C'est la même chose. Ah, voilà, Goliath. Ah non, mais il est là. Goliath. Qu'est-ce qu'il y a? Là, il crie sur d'autres bestioles dans le coin. Il est en plein jardin, en plein soleil. Bon, on n'a pas un coup de soleil avec son petit manteau de marin. Et donc, ça, c'est là où vont les caséines. Et puis, quand la présure à coaguler les caséines en fromage, il vous reste évidemment le surnageant qu'on appelle le lactosérum ou petit lait, c'est synonyme. Hein. Petit lait, c'est le terme, je dirais, courant, et lactosérum, ben, c'est le terme plus scientifique. En anglais, c'est le whey, W-H-E-Y. Alors, en termes de protéines, puisque vous êtes débarrassé des caséines dans le fromage, il vous reste, regardez le temps qu'il fait, hein. Pas pour rire aujourd'hui, hein, mais trop chaud. Hein, on va pas rester là des heures. Goliath, allez, reviens là, tu vas avoir trop chaud. Allez, viens avec moi. Tu vas rester un peu tranquille avec nous. Hein, oui, oh oui, le boudou. C'est mon boudou. Bon, assez de Goliath après ça, hein, mais si vous voulez, c'est comme ça. Monsieur mangeait. Et puis finalement, il faut qu'il boive, il faut qu'il fasse un petit besoin. Et il faut de l'assistance, vu sa mauvaise vision. Alors, voilà la suite ici. Bon, bref. Alors, où est-ce qu'il va aller, l'Oxo? Vu qu'on a fermé les portes pour les chats, alors maintenant, le cirque suivant, l'Oxo qui sort. Oui, vous avez vu? J'espère que j'ai bien centré le truc. Bon, ben, voilà, écoutez. On va avoir un bon moment tranquille. Je suis pas sûr que vous avez bien vu l'Oxo. Oui. Oxo. Oxo, mais il faut dire bonjour à Stéphane. Où vas-tu? Enfin bon, voilà. Là, je suis sûr que vous l'avez vu. Bref, fini avec les œufs optiques. Que de la science, que de la fermentation, jusque la fin de cet épisode. Il nous reste 15 minutes. Il faut qu'on avance. Donc, dans le whey, dans le lactosérum, le petit lait, il y a la bêta-lactoglobuline et l'alpha-lactalbumine. Notamment, il y en a d'autres, mais on ne va pas faire une vidéo sur le petit lait, bien que ça serait un bon sujet. Et donc, ces trois grandes familles de protéines laitières. Voilà le palou. Ce que je fais aujourd'hui pour... Il y a le palou là qui est en discussion avec Oxo. Ah oui. Oui, ils savent qu'il y a vidéo, ils se donnent de la publicité. Vous les voyez? Vous voyez le palou? Bon, bah écoutez, plus on est de fous, plus on rit. Je suis vraiment désolé, hein, mais ce que vous voulez que je dise, moi? C'est comme ça, hein. J'en peux rien, moi. Alors, on ouvre la porte pour la 3e fois. Et voilà le palou. Et bonjour palou. Il y a des trappes, hein.
Mais il n'y a personne qui veut utiliser les trappes. C'est moi qui suis la trappe. L'apostrophe, l'attraper. Mais je veux le palou. Il est beau, hein? Bon. Il a peur des grands chiens, mais comme on a mis les grands chiens à l'étage, le palou débarque. Forcément. Bon. Goliath, mets-toi et on reprend. Donc toutes ces protéines, les trois, je ne vais pas les répéter une nouvelle fois, sont attestées sous forme d'IgG pour être certain qu'il y a une bonne tolérance immunitaire. Hein, ce qui est un complément, évidemment, du génotype LCT pour être sûr que vous tolérez le lactose. Maintenant, dans tous ces cas de figure, sauf si vous cumulez les problèmes, évidemment, mais si vous ne tolérez pas le lactose, le fromage avec ses caséines, pour autant qu'il soit bien fermenté, donc qu'il soit bien mûri, un fromage à pâte dure, qui a eu le temps de fermenter plus avant et qui est donc débarrassé de l'essentiel de son lactose. Oui, j'ai des remerciements, hein. Regardez ça. Hop, hop, hop. Il a une grande langue. Hein. Oui, moi aussi. Bon, avançons. Et donc, ça, c'est jouable, hein, si vous avez que l'intolérance au lactose. Si vous n'avez que l'allergie IgG à la caséine, vous pouvez vous rabattre sur le petit lait, sur le whey, et ainsi de suite. Alors évidemment, si vous réagissez à tout, il reste plus rien. N'oubliez pas aussi le problème du cholestérol dans tous les laitages, sauf ce qui est écrémé, mais bon, moi ça, c'est imbuvable et on remplace, si vous voulez, la crème par des horreurs glucidiques qui sont finalement très mauvaises sur le plan de la stabilisation de la glycémie et de l'équilibre général, surtout surtout intéressant quand même, puisque la plupart des gens mangent trop peu de graisse, donc le cholestérol, chez certains ApoE4 qui ont déjà un cholestérol qui est en train de s'emballer, il faut se modérer. Bon, ça c'est un petit rappel. Alors, cette coagulation sous l'effet de la présure peut aussi être provoquée par l'addition de bactéries lactiques. Okay, enfin bon, on ne va pas en parler sous l'aspect de la coagulation, on va en parler sous l'aspect de la fermentation. Donc les bactéries lactiques, qu'est-ce que c'est? Ce sont des bactéries, ce qu'on appelle en général des bonnes bactéries. Donc ce sont des gram positives et pas gram négatives. Elles sont anaérobies facultatives, donc elles ne sont pas strictement anaérobies. En général, il y a probablement des exceptions à la règle, mais enfin, en tant que groupe, on peut donner ces caractéristiques-là. Et alors, on les appelle lactiques parce que elles assurent ce qu'on appelle la fermentation lactique. Vous voyez qu'on y arrive. Bon, il y a déjà 18 minutes, on arrive à la fermentation, on s'y plonge avec volupté. Et donc la fermentation lactique, c'est transformer les sucres, typiquement le lactose, puisque nous sommes dans les produits laitiers. Mais nous parlerons dans l'épisode suivant d'alternatives, donc avec par exemple du lait de soja, où on peut ajouter du sucre. Et donc ça, ce ne sont pas des sucres inhérents au lait de soja, comme le lactose-lait ou laitages animaux, mais ce sont des sucres ajoutés. Eh bien, les bactéries lactiques vont transformer ces sucres, pour ce qui est d'aujourd'hui, le lactose, en acide lactique, d'où le terme fermentation lactique. Et ces bactéries lactiques peuvent être en partie endogènes. Okay, il y a des bactéries lactiques dans le lait maternel, il y en a donc dans les laits animaux. Il n'y en a probablement pas assez pour tout un tas d'objectifs de produire des laitages fermentés. Donc on peut les ajouter, et quand on va entrer dans plus de détails, on va passer en revue ce qui est vraiment choisi comme bactéries lactiques. Les grands classiques, je vais déjà vous en toucher deux. Les grands classiques,
ce sont les deux qu'on retrouve en général dans les yaourts, comme on dit en France, yogourt, comme on dit en Belgique, parce qu'en flamand c'est aussi yogourt, avec un meilleur accent, mais la Belgique, sous l'influence de sa partie nordique et néerlandophone, a adopté le terme yogourt, qui est d'ailleurs celui qu'on utilise en anglais. Yaourt, c'est français. Bon, moi j'utilise indifféremment l'un ou l'autre, vous m'excuserez, hein, bon, voilà. Enfin, ici, je crois que j'ai utilisé yaourt quand même dans mes notes, donc je vais tenir à ça. Et donc, celle qu'on va ajouter dans le yaourt, c'est Streptococcus. Bon, Goliath, on va se calmer un peu maintenant, parce que tu vas me finir par me foutre en l'air ma vidéo. Ça suffit, ok? Non, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Ça va mal se passer. À un moment donné... Gino. Et donc, les deux qu'on met dans le yaourt, c'est Streptococcus thermophilus, hein, classique, et Lactobacillus delbrueckii, subspecies bulgaricus, qu'on appelle parfois Lactobacillus bulgaricus pour faire plus simple. Vous allez trouver ça sur tous les pots de yaourt. Okay. Mais est-ce que le yaourt est le seul produit intéressant? Non. Moi, j'ai un problème avec le yaourt qui est dû au fait que, comme vous l'entendez, il y a que deux types de bactéries. Parfois, la diversité est quand même plus intéressante. Et puis, vous voyez, il n'y a que des bactéries. Il n'y a pas de levure. Un de mes objectifs essentiels sur cette nouvelle série de vidéos, on va dire nutritionnelles, sera quand même de vous attirer vers des produits qui sont fermentés à l'aide d'une combinaison de bactéries et de levures. Moi, j'aime bien la juxtaposition de bactéries et de levures parce que c'est ce qu'on a dans l'intestin humain. Ah oui. Il est normal d'avoir des bactéries et des levures vivant en bonne entente, en symbiose dans l'intestin humain. Oui. Et ça, beaucoup trop peu de gens en sont conscients. Il y a cette espèce de folie et de phobie du candidat. Oh, docteur, j'ai des candidats. Oh mon Dieu. Je me demande si Goliath n'a pas des candidats aussi pour être dans cet état-là. Bon, ben écoutez, c'est de la vaste foutaise. Je vous ai fait une vidéo spéciale sur ce truc débile de la candidose. Débile, enfin, c'est pas totalement débile, mais c'est quand même très proche de la débilité profonde, parce que d'abord, vous avez très rarement une candidose pure. Rien ne prouve que ce sont des candidats. Il y a une tonne de levures possibles. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit candidose alors qu'on l'a même pas testé? Il faut tester pour dire candidose. Ça peut être du géotrichum, ça peut être à peu près n'importe quoi. Bon, Goliath totalement infernal. Je pense qu'il veut peut-être aller dormir dans son panier. Je sais pas ce que j'ai fait aussi aujourd'hui. Bon, donc, candidose... No thanks, il y a souvent des bactéries associées dans ces proliférations. Okay? Et la présence d'un peu de candida dans un intestin n'est pas anormale. C'est pour ça que les analyses de sel, où on met en culture des prélèvements de sel dans une boîte de pétri, hein, avec un milieu adapté, mais voilà, qui est standard. Et se baser là-dessus pour avoir une évaluation d'une prolifération fongique, c'est quand même très discutable parce que d'abord le milieu peut ne pas convenir aux levures qui habitent votre intestin. Faux négatif. Ah oui, si ça ne convient pas, vous n'allez pas avoir des belles colonies de levures dans votre boîte de pétri. Et donc, vous allez dire, ah ben non, il n'y a pas de levure alors qu'il y en a. Faux négatif. Par ailleurs, si vous trouvez des colonies,
À part le cas où votre boîte est couverte de colonies, bon ben là c'est clair qu'il y a effectivement une dysbiose fongique sévère. Mais bon, dans tous les cas où il y a des colonies, ça a été cultivé. S'il y a quelques levures à gauche à droite qui forment des colonies dans votre boîte de pétri, est-ce que c'est pathologique? Est-ce que c'est pas un faux positif de dire que c'est une prolifération fongique? Donc, une coproculture qui est affectée d'un soupçon lourd de faux négatifs et de faux positifs, c'est pas bon. Moi, je trouve que c'est pas bon. Alors, il y a d'autres méthodes. Enfin, moi, vous savez que j'utilise beaucoup les métabolites organiques urinaires, où au moins, là, c'est quand même quantitativement fiable. S'il y a beaucoup de métabolites, il y a beaucoup de levures. Ça n'a pas été cultivé au labo. C'est in vivo. Au labo, c'est in vitro. Donc, pas fiable. Il faut des trucs in vivo. Puis alors, il y a les nouvelles techniques de recherche via les acides nucléiques, etc. Bon, ça, c'est encore un autre domaine qui est toujours en cours d'évolution, sur lequel je n'ai pas la certitude de fiabilité que je voudrais avoir. Mais je pense que, bon, ça évolue et évidemment, plus le temps passera, plus ce sera précis et fiable. Et surtout qu'on aura des conséquences, des enseignements pratiques et cliniques à partir de ces tests-là. Aujourd'hui, bon, il faut encore me convaincre, mais je ne demande qu'à être convaincu. Hein. Le temps y contribuera, je suis certain. Donc, ce yaourt, dont je reparlerai évidemment beaucoup plus en détail, moi, il ne me plaît pas autant que ces grands précurseurs. Et alors ça, ce sera l'objet du chapitre suivant de l'épisode 2, que d'ailleurs, je vous dis tout de suite, je vais shooter immédiatement, dès que j'ai fini celui-ci, parce que je suis trop bien lancé. Je suis certain qu'il y aura un calme animal absolu pour l'épisode 2. Ne vous inquiétez pas, ceux que ça dérange. On va être dans des choses fascinantes. Je vais surtout vous parler des grands précurseurs du yaourt. Là, on va remonter très haut dans le temps. On va remonter dans la haute antiquité et on va parler du kumis ou du kumis. Bon, il y a tout un tas d'orthographes différentes selon les pays. Du kumis et du kéfir, qui sont des produits très anciens qui existent toujours de nos jours, mais dont les origines remontent respectivement. Bon, le kumis, c'est très simple, c'est Hérodote qui en a parlé le premier dans les écrits du monde occidental, et ça, c'est 450 avant Jésus-Christ. Donc, c'est pas nouveau, c'est pas moderne, mais c'est toujours fascinant. Et puis alors, évidemment, le kéfir que beaucoup plus de gens connaissent. Okay, donc, rendez-vous à l'épisode 2 pour plus de détails sur le kumis et le kéfir. Et bien entendu, nous reviendrons sur le yaourt et d'autres variantes selon les différents pays et les différents continents. Voilà. À la prochaine. Merci. Merci pour votre fidélité. Les vendredis 19h30. OK? Allez. Ouf.